technologie aux sciences océanographiques. Adam, je vous cède le micro. Merci beaucoup, Lucie. Alors, je vais partager mon écran, donc, si vous me le permettez. Voilà. Alors, très simplement, je vais essayer de vous donner faire une espèce de préambule à cette présentation. Et je vais donc faire une petite présentation à ce concept de Linked Open Data, données ouvertes véhiculées, liées, qui sont utilisées pour le projet de l'OIC. Nous allons le voir un peu plus en détail dans quelques minutes. Alors, d'où vient cette idée de données structurées sur les réseaux? Pourquoi nous en avons besoin? Eh bien, lorsque nous parlons de structurer la manière de structurer dans nos informations sur le réseau, nous utilisons des techniques XML. Nous téléchargeons des documents donc sur l'ensemble du réseau et nous parlons là donc des principes que nous connaissons tous, ces principes d'équité et de justice liés aux publications de données sur le réseau, comment avoir des métadonnées solides et robustes, et nous assurons donc de la manière par laquelle ces métadonnées sont communiquées avec un vocabulaire standardisé, afin que les références puissent être beaucoup plus interopératives. Nous allons bien sûr parler des métadonnées en open source et en code ouvert, puisqu'il y a davantage d'attributions. Et nous avons également l'utilisation de licences appropriées pour pouvoir utiliser ces données. Il y a également des données communautaires que nous devons respecter. Toute la question liée aux licences d'utilisation, ce dont nous avons parlé au cours de la première session, la première journée, donc avant-hier. Nous avons besoin, bien sûr, d'avoir ces licences pour avoir le droit d'utiliser ces métadonnées. Nous avons besoin donc de technologies et de techniques web standardisées afin de pouvoir publier les métadonnées de manière ouverte sur le réseau. Mais au lieu que ces métadonnées soient structurées de la manière par laquelle nous consommons ou visualisons ces données sur une carte ou sur une page web, là, nous parlons finalement de la manière de partager les informations afin qu'elles puissent être compréhensibles par un gérant ou un gestionnaire de logiciels et que la personne puisse comprendre ces métadonnées. C'est la raison pour laquelle tout cela nous intéresse aujourd'hui. Donc, cela provient de Tim Berners-Lee, donc l'inventeur du web, HTML, et donc ce qu'il a dit, donc ici cité à gauche de l'écran, est finalement très surprenant. La manière par laquelle il a visualisé le HTML et le web, qui font en sorte que tous les documents en ligne paraissent un grand livre, donc eh bien, l'ensemble des données du monde auront l'air d'une immense et unique base de données. Donc, cela nous permet de travailler sur nos projets et nous pouvons donc avoir un élément qui nous permet de lier nos informations. Et ça, c'est absolument primordial. Donc, en matière de données liées, donc les linked data, c'est un principe qui existe depuis 2006. Ce n'est absolument pas nouveau, mais ce concept implique des directions, des adresses web, c'est-à-dire le nombre que l'on donne aux choses. Donc, c'est une URI, un Uniform Resource Identifier, un identificateur de ressources uniformes. C'est ce que nous voyons sur les réseaux web. Nous avons besoin donc de ces identifications qui nous permettent d'avoir donc un nom sur le web pour identifier les usagers, les personnes. Donc, nous n'avons pas besoin d'une adresse web HTTP, une adresse standard comme celle que nous intégrons habituellement sur notre navigateur ou que l'on utilise, par exemple, pour ce qui vous a permis aujourd'hui de joindre cette session.
Nous avons également donc, des URL, les localisateurs de ressources uniformes. Et lorsque nous recherchons une adresse Internet, eh bien, nous utilisons des informations standards. Lorsqu'un navigateur recherche une adresse web, il utilise donc le système HTML pour pouvoir donc que nous puissions le visualiser. Ce qui existe un RDF, un cadre de description ressources, et c'est donc un langage également qui est utilisé. Vous savez, il y a plusieurs types de langages utilisés pour la charge de données. Ici, nous utilisons le langage Sparkle. L'avantage, c'est que vous puissiez insérer des liens vers d'autres adresses Internet que vous pouvez exploiter, qui permettent également à vos usagers de découvrir de nouvelles informations, des informations beaucoup plus récentes, beaucoup plus mises à jour. Et ces liens précisément et qui sont insérés dans vos cartes. En relation aux 4 principes, donc les 5 étoiles des Linked Open Data sont les suivantes. Voici ici une espèce de dessin animé ou de dessin, de schéma simplifié qui nous permet de comprendre tout cela. Tout en bas, nous avons un PDF de données en ligne, mais c'est un format clos, fermé. Après, si nous prenons ce PDF, nous le convertissons en un fichier Excel. On peut voir ici de manière plus simple, par la machine en tout cas. Et nous utilisons donc un fichier .xls et pour lui donner encore davantage d'accessibilité, nous le convertissons en format CSV. Puis, nous incluons donc l'adresse web et nous créons un fichier RDF jusqu'à arriver donc à un fichier LOD qui représente donc les 5 étoiles pour le fichier audio. C'est donc ainsi que nous pouvons utiliser toute la terminologie en matière de service en fournissant des liens d'autres personnes qui sont liées à vos informations. Ou en établissant des liens d'identification en .org. Il s'agit là de projets du réseau LOD, qui est donc ici à load-cloud.net que vous voyez en bas à droite de l'écran. https://lod-cloud.net. C'est là, donc nous voyons ici en bleu tous ces liens actifs qui sont donc insérés. Alors, je ne vais pas rentrer dans des détails trop techniques, mais c'est facile de voir comment ces normes sont mises en pratique et comment elles fonctionnent sur le système RDF. C'est un modèle graphique issu de 3 bases. Un objet ou un sujet ou un prédicat, un sujet, un prédicat, un objet, c'est-à-dire l'objet, c'est le prédicat, c'est celui qui unit l'objet et le sujet, et comme vous le voyez ici, nous l'avons simplifié par des codes de couleurs. Après, nous avons donc les données Sparkle. Ici, par exemple, il s'agit de poser la question, si X est une couleur, eh bien, de quelle couleur est le X? Eh bien, ici, on peut voir donc la réponse. On voit ici l'océan qui est donc bleu. Puis, nous avons le langage TTL, Thirst Triple Language, qui est donc le langage que nous utilisons un point à la fin. Donc, c'est un petit survol de la partie technique. Juste pour avancer un petit peu, je vais vous parler des questions terminologiques. Nous avons une liste de termes concernant les métadonnées. Nous avons toute une taxonomie avec une hiérarchie bien définie et par la suite des termes comme l'ontologie, par exemple, qui nous permet d'aborder des définitions formelles pour certains types. Des ressources également concernant ces liens. Évidemment, le système NERC, qui est le vocabulaire pour les unités de mesure destinées aux serveurs, le World Register of Marine Species, qui est le registre mondial des espèces marines, qui est donc la taxonomie à l'échelle mondiale, littéralement, en matière de contenu biologique,
et énormément de contenu ontologique où nous avons donc davantage d'explications détaillées sur les différents sites. On voit ici ce que vous pouvez commencer à utiliser pour établir ces liens. Ici, nous avons cette version similaire à Wikipédia qui est DBpedia, où vous pouvez voir, vous pouvez commencer à dire, voilà, je souhaite utiliser un vocabulaire spécifique avec la direction schema.org, qui est précisément ce vocabulaire qui nous permet d'utiliser ou qui nous permet d'entamer des conversations opératives en la différents usagers. En matière d'ontologie, on peut considérer qu'il s'agit d'un espèce d'espéranto, donc de langage universel, qui se convertit donc en une langue commune, qui nous permet d'avoir différents patrons et différentes définitions afin de pouvoir localiser des personnes, des lieux, des organisations, des travaux créatifs. Et nous avons donc un ensemble de données ou un sous-ensemble de données plutôt qui est le creative work, donc le travail créatif. Et bien sûr, si à un certain moment vous avez effectué une recherche sur Google, eh bien, vous avez certainement vous avez été confronté à ces rich snippets où les contenus donc sont améliorés avec des ajouts tels que voilà, des horaires de vol, par exemple, ou pour des résultats d'une recherche précise, ou par exemple dans quel cinéma est diffusé tel ou tel film que vous voulez voir. Bref, tout ce genre de détails. On peut donc inclure différentes pages Internet et par le biais donc, de langage HTML ou RDFS. Donc, sur une page HTML, on peut voir apparaître Jason, par exemple, ici, qui a lieu donc à Chicago, quel type d'événements musicaux, ou obtenir des billets, quel est le coût des billets, ou pour assister à l'orchestre, une représentation de l'orchestre symphonique de Chicago. Voilà, alors, ce n'est pas la panacée, ça ne permet pas de résoudre tous les problèmes, mais disons que c'est utile pour les domaines. Alors, il y a énormément de ressources disponibles, telles que ScienceSkimmer, les informations qui apparaissent ici à l'écran devant vous. D'autres organisations également qui ont appuyé ces efforts, tels que CNET de l'Union européenne. Quelques inconvénients ou faiblesses, en tout cas, de schema.org, ce sont les outils utilisés. Alors, je sais que le temps qui m'est imparti arrive à sa fin, mais je laisserai cette diapositive à l'écran afin que vous puissiez prendre note des ressources ou des adresses en tout cas. Mais en tout cas, cette diapositive peut être également diffusée sur le chat. Voilà. Merci beaucoup. Merci Adam. Merci d'avoir abordé toutes ces informations-là de manière structurée et simplifiée et de les avoir rendues disponibles. Y a-t-il des questions, commentaires éventuels à l'égard d'Adam, à adresser à Adam? Je pense qu'au cours de la session, si certains d'entre vous ont des suggestions, des commentaires ou des questions, eh bien, n'hésitez pas à nous en faire part sur le chat et nous en profiterons à la fin